Bienvenue dans cette seconde partie de débrief pay-per-view consacrée à SummerSlam 2015. Alors revenons dans la liste de matchs, et on va entamer les matchs un peu plus intéressants du pay-per-view. Bray Wyatt et Luke Harper face à Dean Ambrose et Roman Reigns. Et là, on commence à arriver dans un match un tant soit peu agréable à voir. Même si le début de match, encore une fois, commence très fort, comme pour le match tag team et comme pour un autre match encore un peu plus tard dans le pay-per-view, le match commence très fort, très rapide, et clairement, un début de match comme ça, j'en veux tout le temps. Parce que là, vous me donnez l'intérêt de regarder des matchs de catch à la WWE. Même si en un coup, d'un seul coup comme ça, on se retrouve avec les deux membres de la Wyatt Family et Dean Ambrose sur le ring. Alors, un Roman Reigns qui a disparu, je sais pas où il était. Alors, il a fait peut-être une pause pipi, je ne sais pas. Et mis à part ça, ok, Dean Ambrose a su un tant soit peu se défendre. C'est du Dean Ambrose en même temps, face à ce que je considère comme l'un des mecs les plus charismatiques actuellement, Bray Wyatt. Il est vraiment talentueux et c'est dommage de ne pas lui donner une réelle chance parce que lui, en champion du monde, si on devait faire le parallèle avec l'ancienne génération, Bray Wyatt a ce côté sombre, un petit peu darkness sur les bords qu'avait justement l'Undertaker à ses débuts, ou Kane si vous préférez. Dean Ambrose a vraiment ce grain de folie comme pouvait avoir Stone Cold ou Brian Pillman, et Seth Rollins a vraiment ce côté corporate que pouvait avoir The Rock en son temps. Et là, vous le voyez, le parallèle justement avec l'ancienne génération. Là, clairement, on le voit, la nouvelle génération est présente. Et c'est eux qui vont vraiment assurer la WWE durant les années à venir. En tout cas, je l'espère que ce sera eux. Alors, je sais, Seth Rollins n'est absolument pas dans le match, mais il fallait faire un parallèle et du coup, c'était le meilleur exemple possible. Même si, du coup, le match est loin d'être mauvais, certes une perte de rythme aux alentours environ de la moitié du match, ce qui n'a pas tué l'intérêt du match. Honnêtement, ça aurait pu, mais non. Parce qu'Ambrose a ce talent pour vraiment garder captivé les gens au sein du match. Et vraiment, ce mec est vraiment très loin d'être mauvais. Roman Reigns intervient ensuite dans le match et forcément arrive à remporter le match sans trop de difficultés. Victoire de Dean Ambrose et Roman Reigns. Le match est loin d'être mauvais. Bon, c'est le minimum syndical, un petit peu plus que la moyenne, 6 sur 10. Je l'ai trouvé un peu moins bon pour ma part que le match tag, mais à cause de l'énorme temps, le temps calme qui du coup a eu pendant le match, qui pour moi a un petit peu plombé le tout. Même si Dean Ambrose a essayé de remonter un peu le tout, certes, il y a eu l'énorme temps mort dans le match et c'est ce qui a un peu plombé la note. Alors qu'à la différence du match tag, qui clairement n'a pas eu beaucoup de temps mort et ça sautait de tous les côtés et il y avait vraiment du gros intérêt. Voilà la différence entre ces deux matchs et du coup, d'où la justification de la note. Cena Rollins dans un match où les deux titres, US et WWE, étaient en jeu, donc le fameux Winner Take All. Alors, clairement, j'ai trouvé John Cena poussif. Très très lent à démarrer. Il a mis du temps à vraiment entrer dans le match. C'est un peu dommage, mais pendant ce temps-là, on avait un Seth Rollins des grands soirs. Clairement, c'était son soir. Je pense qu'il voulait vraiment se rattraper du précédent match de championnat à Battleground qui avait été gâché par l'Undertaker et sa présence vraiment dispensable. Là, on a affaire à un Seth Rollins qui nous a fait le match de sa vie. Clairement, il a donné vraiment la performance idéale. Et mis à part ça, un frog splash de Rollins qui était de toute beauté, vraiment. Et mieux que ça, Cena qui nous fait la soumission de Ric Flair, sauf que ça se retourne contre lui et c'est Seth Rollins qui reprend la soumission de Ric Flair à son compte. Le match était tout simplement super et c'est pourtant l'un des meilleurs matchs de cette soirée, sincèrement. Seul point négatif, je trouve, à mon sens, Jon Stewart, qui pourtant je pensais détester Seth Rollins, intervient contre John Cena avec un coup de chaise, donnant l'avantage du coup à Seth Rollins qui fait un pédigré sur Cena sur la chaise, et du coup assurant la victoire de Seth Rollins sur John Cena.
Alors, mis à part ce petit segment avec Jon Stewart, qui clairement était le mec inutile de la soirée, le match était vraiment incroyable. Tout bonnement excellent. Vraiment. Alors, certes, le moment avec Jon Stewart a gâché un peu le match, et du coup la note se fait sentir. Avec tout ça, et la victoire de Seth Rollins, ça vaut vraiment un 7. Voire presque 7,5. S'il n'y avait pas eu Jon Stewart, ça aurait pu aller jusqu'à 8. Mais clairement non. Pour moi, le match est tout bonnement sympa. Alors, un John Cena un peu poussif, qui a mis du temps à se lancer dans le match. Moi, personnellement, ça m'a pas déplu. Faut aussi se remettre dans le contexte que Cena a une blessure au nez, et donc forcément, ça pêche un peu dans le match. Donc, ce qui explique le fait qu'il soit peut-être un peu poussif. Mais mis à part ça, le match était très loin d'être mauvais, et c'est l'un des meilleurs matchs, encore une fois, du pay-per-view. Et j'ai l'impression que John Cena enchaîne les bons matchs face au pay-per-view. Et d'ailleurs, à noter que Kevin Owens, Cesaro et Seth Rollins sont 3 anciens de la Ring of Honor, et ce sont 3 des meilleurs matchs de John Cena cette année. À croire que la Ring of Honor doit avoir un effet positif sur John Cena. Match des divas, un tag team elimination match. Même principe que pour le match tag team avec les PTP et le New Day. Sauf que là, il n'y avait pas de titre. Et encore une fois, les Bella, donc les deux Bella, Nikki et Brie, et du coup Alicia Fox, qui n'est pas une Bella, on se demande ce qu'elle fout là. Elle a vu de la lumière, elle s'est dit, oh bah tiens, je vais venir. La Team Bad, Beautiful and Dangerous, donc Sasha Banks, Naomi et Tamina Snuka, qui n'a de Beautiful que de nom, hein, clairement, parce que c'est un bonhomme. Et PCB, Paige, Charlotte et Becky Lynch. Alors on va essayer d'aller assez vite lors de la critique, parce qu'il y a des choses à dire et à ne pas dire. Becky Lynch entame son match face à Brie Bella. Et encore une fois, ça me gêne, parce qu'elle fait un super truc, hein, Becky Lynch, mais c'est gâché, encore une fois, par Brie Bella, qui n'a clairement peu de talent par rapport à sa sœur. Sa sœur, au moins, arrive à faire le rack attack, et donc, forcément, d'une certaine manière, me fait penser à Lex Luger. Mais là, on a affaire à Brie Bella qui veut se la jouer Daniel Bryan avec des coups de latte. Mais non, tu n'es pas Daniel Bryan. Ça n'a aucun intérêt. Le match était du coup un petit peu gâché d'une certaine manière à cause des performances d'Alicia Fox. Enfin, performance. Excuse-moi, c'est pas le mot que je voulais employer. Mais la présence d'Alicia Fox, la présence de Naomi, la présence de Tamina Snuka qui s'est fait éliminer comme une merde d'ailleurs. Non, clairement. Naomi gâche le match, gâche la prestation de Becky Lynch qui, franchement, en début de match se fait malmener et c'est bien dommage. J'aurais bien aimé qu'elle se fasse, qu'elle soit un peu plus présente en ce début de match. Elle se rattrape vers la fin du match, forcément. Et je dois dire aussi, petite précision, le spear de Charlotte était tout simplement énorme. Vraiment, wow, c'est le genre de truc, tu t'y attends pas. Et elle en fait un deuxième. C'est bien la digne fille de son papa, clairement. Dire du talent, mais à un haut niveau, clairement. J'espère qu'elle aura une si belle carrière comme son papa. C'est tout ce que je demande. Paige qui, du coup, a été un petit peu, je vais pas dire mis à l'écart, mais un petit peu mis de côté pour, du coup, laisser la place aux anciennes divas d'NXT. Et c'est pas plus mal, c'est une bonne chose, parce que, du coup, ça permet vraiment de mettre en avant Charlotte et Becky Lynch. Sasha Banks, que j'ai trouvé un petit peu en retrait, honnêtement. Elle aussi, j'ai trouvé en retrait, et trop favorisé Naomi, ça m'a un peu gonflé. Naomi n'est pas le centre d'attraction de la Team Bad. Clairement, Naomi et Brie Bella, tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'elles foutent là, honnêtement? Alors, ok, Tamina, pour moi, je le redis encore une fois, c'est Kevin Nash au féminin. C'est Kevin Nash avec une paire de seins et un vagin. Voilà. Et c'est vrai qu'elle fait le bodyguard. Elle fait le bodyguard, comme ce que faisait Kevin Nash. Sauf qu'elle le faisait avec AJ Lee, elle le fait maintenant avec Naomi, et maintenant elle le fait aussi avec la team Bad. Ouais, bon, admettons. Les Bella, insupportable possible, vraiment. Le fait de vouloir garder le titre à Nikki Bella tout simplement pour qu'elle batte le record d'AJ Lee, je trouve ça bête, honnêtement. Mais logique, tu vas pas garder un record d'une personne qui n'est plus présente dans l'entreprise. Donc c'est à la fois logique et dommage. Mais bon.
Victoire du coup des PCB. 5,5 sur 10. Un petit peu plus que la moyenne. Voilà, sans plus. Mais bon, c'est relativement acceptable. Donc, voilà. Ça pourrait être pire, mais ça pourrait être beaucoup mieux. Vraiment. D'ailleurs, petite chose à noter, un We Want Lesnar a été entendu pendant ce match. Et en même temps, ça peut se comprendre. Si Brie Bella et du coup Naomi viennent de gâcher la performance d'une des grandes catcheuses d'NXT, faut pas s'étonner que le public ait envie de dire We Want Lesnar. Face à du Brie Bella et du Naomi, tout le monde a envie de voir Brock Lesnar. Hein. Cesaro, Kevin Owens. Oh my fucking god. Clairement, un match avec deux anciens de la Ring of Honor et un match avec un tel level que c'est le match de la soirée. Devant le match de Cena Rollins pour les titres, clairement, un excellent match, super rythmé, rapide, performant, tout ce qu'il faut. Vraiment, même si Cesaro a un peu du coup été affaibli par rapport à Kevin Owens, mais un match d'une qualité comme j'en avais pas vu à la WWE depuis fort longtemps. Il arrive presque à dépasser les qualités des matchs Owens-Cena de ces derniers pay-per-view. Mais franchement, Cesaro a fait de telles belles choses aussi dans le match. Kevin Owens a fait de telles belles choses dans ce match. Un match d'une si grande qualité, clairement. Si vous voulez voir un match de catch, c'était celui-là. Clairement, le talent de Kevin Owens est à un point inimaginable. Le talent de Cesaro aussi. Le match tout bonnement incroyable. Aucun temps mort. Quasiment. Il y en a eu un petit peu, mais c'est rattrapé parce que Cesaro lui-même, qui était en temps mort par rapport à Kevin Owens qui était en pleine forme, s'est rattrapé lui-même et a fait une performance tout bonnement ahurissante. C'était le match de la soirée. Et clairement, une note qui s'en fait ressentir. Et ce, malgré une victoire de Kevin Owens méritée. La note est de 8 sur 10. J'ai failli monter jusqu'à 8,5, mais à cause du temps mort de Cesaro, ça pêche un petit peu. Mais honnêtement, 8 sur 10. C'est incroyable la qualité de ce match. Honnêtement. Undertaker, Lesnar. C'est l'un des matchs les plus survendus, clairement, de ce pay-per-view. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de ce match. Le match est, à mon sens, plus mauvais que la rencontre de WrestleMania 30. Et honnêtement, pourquoi nous ressortir une ressaucée d'un match qui a eu lieu il y a 1 an et demi? Quel est l'intérêt? Parce qu'au final, l'Undertaker, après ce match, du coup, n'est pas revenu à Raw. Du coup, apparemment, d'après les dires, il se pourrait qu'il ne fasse pas une réapparition avant WrestleMania 32. Du coup, quel est l'intérêt de ce match? Mis à part possiblement teaser un Undertaker-Lesnar à WrestleMania 32, dont je n'y vois aucun intérêt clairement. Le match est bof, pas trop rapide, pas trop lent. 5 ou... ouais, j'ai compté 5 German suplex de Brock Lesnar. Et honnêtement, la controverse à la fin m'a un petit peu... je vais pas dire posé problème, mais m'a un peu gêné. Vraiment. Parce que du coup, l'arbitre, je veux dire, on voit la cloche qui sonne, plutôt on entend la cloche qui sonne, et du coup, un match qui s'arrête d'un coup comme ça, alors que l'arbitre n'a fait aucun mouvement. L'arbitre, du coup, va sur les cordes, en regardant les gens qui s'occupent de la cloche, il leur explique que c'est lui l'arbitre, c'est lui qui doit donner le signal, etc. etc. Sauf que pendant ce temps-là, on n'a aucune explication de la personne qui a sonné la corde. Pourquoi elle a fait ça? Alors, ça sera certainement expliqué peut-être un jour à Raw, à SmackDown, pour un pay-per-view, etc. Mais c'est pas expliqué. Et du coup, l'Undertaker en profite, fait une attaque au petit paquet de Lesnar, et du coup, fait un Hellgate et victoire. C'est même pas une soumission, parce qu'il est tombé dans les vapes, du coup, Lesnar. Sauf que la victoire aurait dû revenir à Brock Lesnar, parce que l'Undertaker a dû abandonner. Clairement. Donc, victoire... c'est même pas une victoire, clairement. Là, l'Undertaker nous a fait un truc digne d'un heel. Ok, il est censé être twinner, ok, admettons, mais... non, le match était très mauvais, survendu,
Et perso, je n'en y vois aucun intérêt. À certains trucs, Brock Lesnar détruit la table des commentateurs français, donc de Christophe Ajus et Philippe Chiro, qui étaient présents sur la place, et détruit leur table avec un F5 sur l'Undertaker qui détruit la table. Mis à part ça, le match est plutôt loin d'être bon. Il est plutôt quelconque, le match. Trop survendu à mon propre avis. Et je dois dire que tout ça pour ça, ça a gâché le main event du précédent pay-per-view pour un match d'une si basse qualité. C'est censé être un main event, quoi. On te vend le match comme étant un big affrontement, mais au final, t'as plutôt affaire à un match de Raw, quasiment. Ou un match de pay-per-view secondaire, comme Payback, Battleground, par exemple. Mais pas un match de SummerSlam, qui est pourtant un des pay-per-view du Big Four. Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam et Survivor Series, le Big Four. Et clairement, on te gâche la performance, ou plutôt on te gâche un main event d'un match survendu qui n'a aucun intérêt au final, et qui n'apporte rien. Vraiment, ça n'apporte rien. Le truc est totalement gâché. J'ai même envie de dire, you screwed Brock. Vraiment. Là, Brock Lesnar s'est senti, je pense, blessé ou vexé, je ne sais pas. Mais clairement, moi-même, je suis totalement vexé d'avoir vu un si mauvais match. Ok, il est moyennement mauvais, il a à peine la moyenne et reste meilleur que le match des Divas, par exemple. Mais par contre, en dessous du match tag team, en dessous clairement du match avec Seth Rollins et John Cena ou du match Kevin Owens, Cesaro. Donc, victoire du Taker d'une certaine manière, hein, voilà, même si la vraie victoire aurait dû revenir à Brock Lesnar, et en note 6 sur 10, mais ça va pas plus loin. Vraiment. Ah là là, pour une conclusion, ça va être difficile. Ça va être difficile. Une moitié de pay-per-view, comme je disais, qui du coup est très mauvaise. Mis à part un ou deux matchs pour relever le niveau, je dois dire que ce qui est censé du coup être des main events sont très mauvais, et ce qui du coup sont des matchs qui sont mis de côté ou dont l'intérêt devrait être moindre, sont au final d'excellents matchs. Ce qui est le cas du match de Stephen Amell, ce qui est le cas du match de John Cena et de Seth Rollins, ce qui est le cas du match de Kevin Owens et Cesaro. Ces trois matchs sont censés être des bons matchs finalement, mais mis de côté par rapport à l'importance de l'Undertaker et de Brock Lesnar. Bah, je suis désolé, mais ces trois matchs-là sont bien meilleurs. Sont bien meilleurs et ont un meilleur intérêt du coup. Donc forcément, il faudrait revoir la priorité à la WWE. Autant Brock Lesnar, j'adore ses matchs. Autant l'Undertaker, je pense qu'il devrait commencer à songer à une retraite. Vraiment. Parce que là, ça commence à être gonflant. De voir les vieux de la vieille s'accrocher à la WWE, certainement pour avoir un chèque, mais juste pour se sentir encore exister. Ce qui est le cas du Big Show, ce qui est le cas de l'Undertaker. Regardez les vieux de la vieille. JBL a raccroché, Shawn Michaels a raccroché, Ric Flair a raccroché. Je continue ou j'arrête là la liste, hein? Parce que là, ça commence à me gonfler de voir des prestations si mauvaises du Big Show, si mauvaises du Taker, et qu'on te survende des matchs qui n'ont au final aucun intérêt. Le match de Brock Lesnar-Taker a clairement 1 an et demi de retard. Clairement, quel est l'intérêt de ce match? Qu'est-ce que cela a apporté? Rien, mis à part voler de l'exposition à des gens qui en avaient nettement beaucoup plus besoin, comme du Kevin Owens notamment, ou du Bray Wyatt aussi, accessoirement. Donc au final, un SummerSlam bien, mais pas top, et gâché par certains matchs qui n'avaient absolument rien à y faire. C'est dommage, parce qu'au final, le pay-per-view aurait pu être bien, par le biais de certains matchs, et tout a été plombé par des gens qui, clairement, n'ont rien à foutre, ou plus rien à foutre, du coup, de la WWE. Ce qui est dommage, vraiment, ça plombe le tout. C'est la fin de ce débrief pay-per-view, un petit peu particulier et en retard, désolé, c'est les vacances, maintenant c'est la reprise. Petit message personnel, merci encore pour l'accueil du dernier top 5 sur la musique classique dans le catch, ça me fait énormément plaisir de voir que ce genre de vidéo peut vous plaire. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, top 5 et le prochain Lexicatch est déjà en cours de préparation, après un an de retard, désolé. D'ici là, portez-vous bien, salut!
let you